pour un instant, oubliez le bruit du monde et ressentez le lent passage du temps avec la petite lumière de ces mots. L'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui est la suivante. Après qu'un ragoût de fruits de mer contenant 15 crevettes carabinero a été servi à table, ma fille de 4 ans n'en a pris qu'une seule. À ce moment-là, ma belle-mère m'a giflé et a hurlé que j'étais une femme sans classe et mal née. Mon mari a froidement prononcé 2 mots, « Sors d'ici ». Je n'ai pas fait de scène, j'ai simplement passé un coup de téléphone qui a ruiné la famille Mendoza. Et cette nuit-là, le manoir familial a sombré dans un chaos infernal. Un immense plat en céramique de Talavra, plus grand qu'un visage humain, contenant 15 crevettes carabinero fumantes dans un riche ragoût de fruits de mer, fut posé sur la table par la servante, dégageant une vapeur parfumée. Les carapaces d'un rouge profond brillaient comme si elles étaient vernies à l'huile, et une sauce épaisse et aromatique de vin blanc et de safran enrobait les queues charnues des crustacés. Des pommes de terre tendres et des poivrons confits, ayant absorbé toute la saveur du ragoût, se mêlaient au bouillon. Son arôme irrésistible remplit instantanément toute la salle à manger. Aujourd'hui était le jour du déjeuner de la famille Mendoza, un rituel qui devait être observé chaque semaine, quoi qu'il arrive une règle imposée par la matriarche, Doña Isabel Fuentes, pour, comme elle le disait, renforcer les liens familiaux. La table de salle à manger longue et ornée, de style impérial, était recouverte d'une nappe en lin blanc impeccablement repassée, et les couverts en argent brillaient froidement sous la lumière du lustre en cristal. En plus du plat principal, il y avait toutes sortes d'entrées délicates au centre, mais les regards de chacun, de manière tacite, étaient fixés sur les crevettes carabinero. J'étais assise à une extrémité de la longue table, à côté de moi se trouvait ma fille Sofia, qui venait d'avoir 4 ans. Mon mari, Javier Mendoza, était assis à la droite de sa mère, en bout de table, la tête baissée, fixant intensément son téléphone portable. La lumière de l'écran jetait une teinte bleue sur son visage inexpressif. Doña Isabel Fuentes présidait la table comme une reine sur son trône. Elle portait une robe de créateur en velours vert foncé, ses cheveux lissés en arrière sans qu'une seule mèche ne dépasse, et les coins de ses lèvres tombaient par habitude. Avec son regard critique caractéristique, elle surveillait toute la table comme un souverain inspectant son territoire. Sofia, encore petite, était assise dans une chaise haute. Ses petites jambes se balançaient dans le vide. La petite fille, captivée par la couleur appétissante de la zarzuela, cligna de ses grands yeux et murmura à mon oreille, « Maman, ces crevettes ont l'air si bonnes. » Mon cœur s'est attendri. J'ai caressé sa tête. « En voudrais-tu une, ma Sofia? Veux-tu que maman te la serve ?» Selon les règles de la maison Mendoza, personne de rang inférieur ne pouvait toucher à la nourriture avant que les aînés ne commencent à manger, surtout un mets aussi prisé. Normalement, tout le monde attendait que ma belle-mère prenne symboliquement une bouchée ou donne la permission de commencer. Mais en voyant le regard suppliant de ma fille et sachant qu'il y avait 15 carabinero sur la table assez pour que chaque personne en mange 2 avec quelques restes, un esprit de rébellion, accumulé après des années d'oppression, s'est éveillé en moi. Pourquoi ma fille devait-elle attendre la permission des autres pour manger dans sa propre maison? J'ai pris une grande inspiration et j'ai délibérément ignoré le regard foudroyant qui semblait venir de la direction de ma belle-mère. Avec précaution, à l'aide de pinces de service, j'ai pris une crevette carabinero de taille moyenne sur le bord du plat et l'ai placée sur la petite assiette devant Sofia. Pour éviter de me faire gronder, j'ai averti ma fille à voix basse, « Tiens-toi bien, Sofia. Mange lentement. Fais attention à la carapace. » Sofia hocha docilement la tête et tendit ses petites mains pour essayer de ramasser la crevette, qui était encore un peu trop grande pour elle. Elle réussit à s'en saisir, et un sourire doux et satisfait s'étala sur son visage. Puis elle retira sa main et commença à étudier curieusement comment elle devait la manger sans toucher aux autres crevettes sur le plat. Tout le processus n'a duré que quelques secondes. Au maximum, je m'attendais à un regard désapprobateur de ma belle-mère ou à quelques commentaires sarcastiques, je m'y étais habitué au fil des ans. Quelques mots n'étaient rien pour moi si Sofia pouvait manger. Mais je ne m'attendais pas à cela, le son clair et sec d'une gifle retentit, déchirant le silence de la salle à manger où l'on n'entendait que le léger cliquetis des couverts. Tout le monde sursauta au bruit soudain. J'ai redressé brusquement la tête. J'ai vu Doña Isabel Fuentes se lever soudainement de son siège en bout de table. Son mouvement fut si rapide qu'elle renversa le verre de vin qu'elle tenait à côté d'elle. Le vin rouge se répandit rapidement sur la nappe en lin blanc, comme du sang. Son visage était pâle, ses traits déformés par une colère extrême. Son expression, normalement avare, semblait maintenant cracher du feu alors qu'elle fixait Sofia. Et ma fille Sofia. Sur sa joue gauche,
blanche et lisse, se trouvait la marque rouge et enflée d'une main, claire et vive. L'enfant était complètement sidéré. La carabine qu'elle tenait tomba sur l'assiette avec un cliquetis. Elle resta figée pendant quelques secondes, puis, comme si elle venait de ressentir la douleur brûlante, ses petites lèvres se pincèrent et elle éclata en sanglots bruyants à un cri qui semblait remplir l'univers. De grosses larmes roulèrent sur ses joues. « Et tu as encore le culot de pleurer ?» La voix stridente d'Isabelle étouffa les sanglots de l'enfant. Ses doigts, peints d'un vernis à ongles rouges vifs, touchaient presque le nez de Sophia. « Petite peste, vaurienne sans racines. Qu'est-ce qui te prend? Les adultes n'ont même pas encore touché à la nourriture, et tu oses te servir? Tout comme ta mère, une misérable affamée qui ne connaît pas sa place vulgaire jusqu'à la moelle. » Les mots vils et méprisants m'ont percé le cœur comme un poinçon de glace empoisonné. À cet instant, le dernier fil de ma raison, que j'avais maintenu de force pour préserver une paix superficielle, se rompit complètement. J'eus l'impression que tout le sang de mon corps montait à ma tête, mais mes membres restaient figés. Un bourdonnement résonna dans mes oreilles. Les cris déchirants de ma fille et les insultes blessantes d'Isabelle se mêlèrent, et mon esprit devint vide pendant un instant. « Madame, que croyez-vous faire ?» ai-je crié, me levant presque instinctivement. Je me suis levé si brusquement que les pieds de la chaise ont raclé le sol en marbre, produisant un bruit assourdissant. En une enjambée, je fus près de Sophia et j'enlaçai ma fille tremblante et en pleurs. La marque rouge sur sa joue me brûlait les yeux et réduisit en cendres le dernier lambeau d'espoir qu'il me restait concernant cette maison. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Isabelle se tenait les mains sur les hanches, faisant un pas de plus, menaçante. Je pouvais presque sentir sa salive m'éclabousser le visage. J'enseigne les bonnes manières, Elena. Regarde ce que tu as fait de ma petite fille. Elle n'a pas une once d'éducation. Vous traînez toutes les deux le nom des Mendoza dans la boue. Comme ma mère disait, c'est dans son sang. Tremblante de rage, je serrai Sophia plus fort dans mes bras. La petite fille sanglotait contre ma poitrine. Son petit corps brûlait comme le feu. J'ai levé les yeux de la figure imposante de ma belle-mère pour fixer l'homme qui n'avait pas dit un mot pendant tout ce temps. Mon mari, Javier Mendoza, regardait toujours son téléphone. Non, il venait de lever la tête, mais il n'y avait aucune trace de pitié sur son visage pour sa fille giflée, ni aucun dégoût face aux insultes de sa mère, seulement une irritation et un dégoût extrême, comme si le bruit l'avait agacé. Son regard était aussi froid que la glace au cœur de l'hiver. Il parcourut Sophia, qui pleurait, passa sur moi, pâle et tremblante, et s'arrêta finalement sur mon visage. Javier, ma voix se brisa. Je gardais un millionième d'espoir. J'espérais que, ne serait-ce que pour la forme, il dirait « Maman, l'enfant est encore jeune ». Qu'il maintiendrait au moins un semblant de justice. Mais il ne le fit pas. Ses lèvres minces bougèrent, articulant des mots clairs et froids. Ils ne contenaient aucune émotion, mais ils étaient plus destructeurs que la gifle et les insultes d'Isabelle. Il dit « Sors d'ici. Sors d'ici. » 2 mots. Il m'a dit de sortir. Après que sa mère a giflé ma fille sans raison et l'a traitée de bâtarde, il m'a dit de prendre ma fille humiliée et de partir immédiatement. Soudain, je me suis mis à rire. Au début, c'était un son étouffé venant du fond de ma gorge, mais progressivement, c'est devenu un rire incontrôlable qui secouait mes épaules. Des larmes ont presque jailli de mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était un calme artificiel et un sentiment de libération qui suivait une colère et un désespoir extrême. Ça suffit, Elena. Tu t'es trompée pendant les 5 dernières années. Non, tu t'es trompée depuis le jour où tu as décidé d'épouser Javier Mendoza. Complètement trompée. J'ai arrêté de rire et j'ai essuyé une larme au coin de mon œil du bout des doigts. Quand j'ai relevé la tête, mon visage ne montrait plus aucune trace de la colère, de l'injustice ou de la vulnérabilité que j'avais ressentie auparavant, seulement une froideur et un calme absolu. Je ne regardais plus le visage dégoûtant d'Isabelle, mais je croisais directement les yeux de Javier, remplis d'irritation et de mépris. Javier Mendoza, ma voix était d'une sérénité surprenante. Javier semblait surpris qu'au lieu de courir dans ma chambre en pleurant avec le bébé, comme je l'avais fait tant de fois, j'osais le défier. Il hésita un instant, mais le fait que son autorité soit remise en question alimenta sa colère. « Elena, tu es sourde ?» J'ai dit « Sors d'ici avec cette gamine bruyante. » Hors de ma vue. Très bien, j'ai hoché la tête. Un sourire étrange apparut même sur mon visage.
Je n'ai pas pleuré, ni supplié, ni fait une crise d'hystérie comme il s'y attendait, et je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai simplement, lentement et très soigneusement, installé Sophia, qui pleurait presque jusqu'à l'épuisement, dans une position plus confortable dans mes bras. De mon autre main libre, avec un calme exaspérant, j'ai sorti mon téléphone portable de la poche de mon jean. C'était un smartphone démodé avec une coque usée. Comparé au dernier téléphone pliable de Ravière ou au téléphone personnalisé incrusté de diamants d'Isabelle, il avait l'air pathétique. Je l'avais acheté il y a 3 ans pour mon anniversaire avec l'argent que j'avais gagné grâce à un emploi à temps partiel. Dans la maison Mendoza, j'étais un fantôme. Je n'avais pas de carte de crédit familiale ni de limite de dépenses. Chaque centime que je dépensais devait être approuvé par Isabelle sous une surveillance stricte. Sous prétexte de m'aider à gérer les finances de notre petit ménage, Ravière et Isabelle considéraient mes actions avec un mépris presque débordant. Isabelle, en particulier, ricana. Eh bien, Elena. Maintenant, tu vas appeler ta misérable famille pour pleurnicher. Comme c'est pathétique. Je te le dis, même si tu faisais venir le roi lui-même aujourd'hui, tu vas être expulsé de cette maison. Sans gêne. J'ai ignoré leurs aboiements, j'ai glissé mon doigt sur l'écran froid et j'ai trouvé habilement un numéro enregistré sans nom, mais déjà gravé dans mes os. L'indicatif régional était celui des Asturies, une région située à des centaines de kilomètres. Le téléphone sonna 2 fois et la connexion fut immédiate. À l'autre bout se trouvait la voix d'un homme d'âge mûr, profonde et autoritaire, mais avec une pointe d'inquiétude. Il parlait un espagnol parfait, bien qu'avec un léger accent du Nord. En entendant cette voix, mon calme forcé vacilla un instant. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je l'ai immédiatement réprimée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Ravière et Isabelle, qui commençaient à montrer un soupçon de malaise face à mon sang-froid. Puis, parlant dans le combiné d'un ton clair, froid et même légèrement langoureux, j'ai prononcé chaque syllabe avec force, « Papa, c'est moi ». J'ai marqué une pause, puis j'ai prononcé les mots suivants clairement. Chaque syllabe résonna comme un marteau dans la salle à manger silencieuse. Il est temps de remonter le filet. Ruine le groupe Mendoza. À cet instant précis, dès que j'eus fini de parler, un silence de mort s'abattit sur la salle à manger. Même Sophia, accablée par l'atmosphère étrange, réduisit ses pleurs à de petits gémissements. L'irritation et la colère sur le visage de Ravière se figèrent. Elles furent remplacées par une expression d'incrédulité et de stupéfaction totale. Il me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Isabelle fut encore plus dramatique. Sa bouche et ses yeux s'agrandirent. Après un moment, elle éclata d'un rire rauque, comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. « Ah, Elena, es-tu devenue folle? Quel fantasme fais-tu là? Demander à ton père de ruiner les Mendoza? Mais ton père, ce misérable affamé, est sous terre depuis des années. Même s'il sortait de sa tombe, il n'aurait pas le droit de cirer nos chaussures. En faillite? Je pense que tu as perdu l'esprit. Ravière, regarde ça. C'est la femme que tu as insisté pour ramener à la maison. C'est une folle furieuse. Je l'ai complètement ignorée. » À l'autre bout du fil, mon père resta silencieux pendant 2 secondes. Puis j'entendis un léger soupir, presque comme s'il retenait un sourire, mais derrière cela se trouvait une froideur et une détermination qui contrôlaient tout. Compris. Tu as beaucoup souffert, ma fille. Papa t'attend à la maison. Oui, répondis-je doucement et je raccrochai. Plus aucun mot n'était nécessaire. La maison. Quel mot à la fois chaleureux et étrange. J'ai mis le vieux téléphone dans ma poche et, avec Sophia dans mes bras, j'ai quitté la salle à manger. Mes pas étaient fermes, sans trace de doute ou de nostalgie. « Elena, ne bouge pas de là !» cria Isabelle de manière hystérique derrière moi. « Ne joue pas à la mystérieuse. Écoute-moi bien, si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne pense même pas à revenir. » Ravière sembla enfin sortir de sa torpeur. Au lieu de cela, une vague de colère d'être ainsi humilié l'envahit. Il frappa du poing sur la table. « Elena, c'est quoi cette crise? Demande pardon à ma mère tout de suite. » Je n'ai pas ralenti le pas. J'ai traversé le hall, assez grand pour y organiser une fête, et je me suis dirigé vers l'escalier courbe qui menait au 2e étage. Ma chambre était là-haut. Non, c'était juste une chambre d'amis où je logeais temporairement.
Je devais récupérer quelque chose, le plus important, le livret de famille avec le certificat de naissance de Sofia et ma pièce d'identité. Tout le reste, les soi-disant vêtements de créateur et les bijoux que la famille Mendoza m'avait offerts, n'étaient que de la camelote. Je ne prendrais rien. Dans mes bras, Sofia gémissait doucement. Elle enfouissait son petit visage dans mon cou. Ses larmes chaudes humidifiaient ma peau. Ma joue me fait mal. Grand-mère est méchante. Papa est méchant. Ne pleure pas, mon amour. Ça va bientôt s'arrêter de faire mal. J'ai embrassé son front fiévreux. Ma voix était plus douce et plus ferme que jamais. Maman va te sortir d'ici. Nous allons chez grand-père. Il y a beaucoup de délicieuses crevettes chez grand-père. Sofia pourra en manger autant qu'elle voudra. Personne ne te frappera plus. Personne ne t'insultera plus. Vraiment, demanda Sofia, levant son visage taché de larmes. Vraiment, dis-je, ressentant une douleur aiguë au cœur à la vue de la marque rouge sur sa joue, mais mon regard devint encore plus aiguisé. Maman te le promet. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un fait verser une seule larme à ma fille Sofia, maman fera saigner cette personne. Alors que je montais à l'étage avec Sofia, j'entendais Isabelle en bas qui continuait à jurer. Ravière passait probablement un appel furieux appelant sûrement ma famille, cette demeure pauvre et humble qui, dans son souvenir, n'avait plus personne pour argumenter ou contre qui mettre en garde. Malheureusement pour lui, il ne pourrait jamais joindre ce numéro. Le numéro qu'il connaissait pour ma prétendue famille n'existait plus. Je retournai rapidement dans cette chambre froide et impersonnelle. Dans un simple sac à dos, je mis nos documents essentiels, le peu d'argent liquide que j'avais et une carte bancaire anonyme que j'avais cachée sous une lame de parquet détachée. C'était mon dernier recours, secrètement préparé pour ma fille et moi durant ces années d'humiliation. Puis, avec Sofia dans mes bras, je me glissai discrètement par la porte arrière de la villa sans que personne ne me voie. La brise de début de soirée d'été était fraîche sur mon visage. Cela faisait du bien. Le quartier résidentiel sécurisé était très bien entretenu, et la nuit, il était si calme qu'on pouvait entendre les grillons chanter. Je me suis retourné et j'ai regardé une dernière fois la luxueuse Villa Mendoza, brillamment éclairée dans l'obscurité comme un palais à un endroit que je pensais autrefois être ma maison. Maintenant, je voyais que ce n'était rien de plus qu'une cage dorée et froide. 15 minutes plus tard, une Bentley Mulsanne noire glissa silencieusement comme un fantôme dans la nuit et s'arrêta devant moi. Un homme sortit du siège conducteur, un chauffeur d'âge mûr en costume noir, gants blancs et expression solennelle. Il m'ouvrit poliment la porte. « Mademoiselle, s'il vous plaît, entrez. » Avec Sofia déjà à moitié endormie dans mes bras, je me suis penché et me suis assise sur le siège arrière confortable. La voiture sortit doucement du quartier résidentiel, connu comme le plus exclusif de la ville. Presque aussitôt que la voiture eut quitté la porte principale, mon téléphone se mit à vibrer comme un fou. Les noms de Ravière Mendoza, Isabelle Fuentes, et même du père de Ravière, dont Ricardo Mendoza, le président du groupe, apparurent alternativement sur l'écran, ainsi que ceux de parents de la famille Mendoza qui, normalement, ne me regarderaient même pas. J'ai appuyé sur le bouton d'extinction. Le monde devint silencieux. La voiture ne se dirigea pas vers le terminal des départs réguliers de l'aéroport mais entra par une route d'accès privée et discrète. Elle s'arrêta à côté d'un élégant jet privé qui brillait doucement dans l'obscurité de la nuit. Près de l'escalier, 2 rangées de membres d'équipage en uniforme attendaient avec des expressions respectueuses. « Mademoiselle, le jet est prêt. Nous pouvons décoller pour les Asturies à tout moment, » dit le capitaine en s'inclinant. J'ai hoché la tête et j'ai gravi les marches avec Sofia endormie dans mes bras. Alors que l'avion commençait à accélérer sur la piste et défiait enfin la gravité pour s'élever dans le ciel nocturne, j'ai regardé par le hublot la ville brillamment éclairée s'éloigner en dessous. Famille Mendoza, le jeu est terminé. L'avion traversa les nuages, volant de manière stable à 10 000 mètres. À l'extérieur, il n'y avait que l'obscurité profonde de la nuit et les fines gouttes de condensation sur la vitre, mais à l'intérieur de la cabine, la température était printanière, et le seul son était le ronflement grave et régulier des moteurs. Sofia dormait profondément dans mes bras. Une jeune hôtesse de l'air, parfaitement formée, s'approcha silencieusement et m'offrit une couverture en cachemire et un verre de lait chaud. Puis elle apporta une trousse de premiers soins et, d'un geste délicat, appliqua un onguent frais et apaisant sur la marque de la gifle sur la joue de Sofia. L'onguent dégageait un subtil parfum d'herbe et eut un effet immédiat. Le sourcil froncé de Sofia, qui tressaillait même dans son sommeil, se détendit lentement.
Souhaitez-vous que nous préparions le dîner pour vous, mademoiselle, demanda doucement l'hôtesse de l'air. Son regard montrait une inquiétude appropriée, mais aucune curiosité inutile. J'ai secoué la tête. Je n'avais pas d'appétit. J'ai simplement accepté le lait chaud et l'ai bu par petites gorgées. Le liquide chaud, en descendant dans ma gorge, aida à calmer un peu mes nerfs à vif. Juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, un instant. Elle se retourna et disparut silencieusement. L'intérieur de l'avion était extrêmement luxueux, mais sans ostentation. Les sièges en cuir étaient spacieux et confortables. L'espace était privé et serein. Comparé à cette maison que je venais de fuir, remplie de cris blessants et de regards froids, c'était un autre monde. Je caressais doucement le dos de Sophia, fixant l'obscurité infinie au-delà du hublot, mais mon esprit ne trouvait pas de paix. 5 ans. 5 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais décidé d'épouser Javier Mendoza, rompant pratiquement les liens avec mon père, cachant mon identité et abandonnant toute mon intelligence pour commencer une vie conjugale soi-disant normale. Quel genre de vie avais-je mené dans la maison Mendoza pendant ces 5 années? Avant le mariage, ce que la famille Mendoza appréciait était l'image pure et attentionnée que je projetais et mes antécédents qui, selon leurs recherches, étaient ceux d'une famille normale et décente, bien qu'ayant connu des temps difficiles. Après le mariage, et surtout après avoir donné naissance à ma fille Sofia, tout changea. Ma belle-mère, Isabel Fuentes, était une femme de province qui, avec un peu de beauté et beaucoup de ténacité, avait épousé un veuf de la famille Mendoza et pris la place de la première femme du père de Javier. Son snobisme et son classisme inné étaient flagrants. Elle me considérait comme un simple outil pour perpétuer la lignée Mendoza. Quand l'outil ne parvint pas à produire un fil, je devins inutile. L'oppression verbale quotidienne et les critiques sur des questions insignifiantes étaient monnaie courante. Les règles de la maison Mendoza étaient innombrables, et leur interprétation reposait toujours sur elle. Un jour, c'était ma façon de m'habiller qui manquait de classe et ternissait le nom de la famille. Le lendemain, c'était mon incapacité à m'occuper de mon mari et à le garder à mes côtés. Le jour d'après, mes mauvaises manières rendaient Sofia vulgaire. Javier Mendoza, mon merveilleux mari, était incroyablement attentif et attentionné avant notre mariage, lorsqu'il me faisait la cour, masquant de nombreux défauts d'un enfant riche et gâté. Mais après le mariage, surtout lorsqu'il réalisa que ma famille ne pouvait pas lui fournir les puissantes relations d'affaires qu'il espérait, son attitude changea radicalement. Il considérait comme acquis tout ce qui venait avec son statut d'héritier Mendoza, mais il n'avait aucun intérêt réel pour les affaires, bien qu'il fût extrêmement sensible aux apparences. Dans son esprit, une femme devait être un beau vase, soumise, obéissante, présentable en société, capable de le servir, lui et sa mère, et de lui donner un fils. Quand j'ai accouché d'une fille, ma valeur a diminué, et alors que l'oppression prolongée m'épuisait, il ne me montrait plus que de la froideur et de l'irritation. Il prenait toujours le parti de sa mère. Chaque fois que je me disputais avec Isabelle, peu importe qui avait raison, sa phrase était toujours la même, « Maman est vieille maintenant. Ne peux-tu pas avoir un peu de patience? C'est ma mère. Elle a tant souffert pour m'élever. » Comme si moi, Elena Vargas, j'étais un morceau de bois sans sentiment. J'ai pleuré d'innombrables nuits seule. J'ai essayé de discuter, mais je n'ai reçu que son indifférence et l'ordre de ne pas faire de scène. J'ai cédé maintes et maintes fois. J'ai abaissé mes attentes encore et encore, juste pour donner à Sofia, du moins en surface, une famille complète. J'ai accepté de cacher mon éducation et mes capacités, vivant comme une femme transparente sans pouvoir financier à la maison. J'ai enduré qu'Isabelle contrôle Sofia comme si elle était sa propriété, lui inculquant ses idées sexistes. Je pensais que ma patience apporterait la paix, que je pourrais attendre que Sofia soit un peu plus grande jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette gifle sur la joue de Sofia, jusqu'à ces mots vils de « vaurienne », jusqu'au froid « sors d'ici » de Javier. Ils ont non seulement brisé l'estime de soi de ma fille de 4 ans, mais aussi tous les fantasmes que j'avais entretenus ces 5 dernières années. Les insultes qu'ils ont proférées n'étaient pas seulement humiliantes pour Sofia, mais constituaient aussi un mépris total pour moi et pour la famille derrière moi, dont ils ne savaient rien. Ils m'ont dit de m'en aller. Très bien, je m'en irai, mais avant de partir, j'allais renverser de mes propres mains le plateau de jeu sur lequel ils se sentaient si puissants. Mademoiselle, votre eau. L'hôtesse de l'air plaça un verre d'eau minérale à température ambiante sur la tablette à ma portée et, en même temps, m'informa à voix basse, nous atterrirons à l'aéroport des Asturies dans environ 3 heures.
Don Arturo a pris des dispositions pour que vous soyez attendu. Compris. J'ai hoché la tête. Don Arturo était mon père. Dans les Asturies et dans des cercles bien plus larges, il était connu comme un homme qui inspirait à la fois respect et crainte. Une famille de nouveaux riches comme les Mendoza n'était pas digne de cirer ses chaussures. À l'époque, j'étais jeune et rebelle, lassé par les contraintes et l'attention liées à mon nom de famille. Cherchant un prétendu, véritable amour, et la liberté, j'avais caché mon identité et épousé Javier Mendoza. Mon père était furieux, et nous avions eu une terrible dispute. Je lui avais dit cette bêtise que je renonçais à tout, convaincu que je pouvais gérer ma propre vie. Pendant 5 ans, je ne l'ai jamais appelé la première. Mon père semblait lui aussi avoir pris ma décision au sérieux et faisait semblant de ne pas s'inquiéter pour moi. Mais je savais qu'il avait toujours eu ses meilleurs éléments pour me protéger dans l'ombre, sinon, comment une orpheline, comme moi aurait-elle pu économiser ce fonds d'urgence sans que les Mendoza ne s'en aperçoivent? Comment aurait-il pu mobiliser un jet privé si facilement dans un moment critique? Ce vieux téléphone, ce numéro unique, était le dernier et seul lien entre mon père et moi. Il m'avait laissé une issue de secours. Il m'avait laissé ma dignité. Il attendait que je m'en rende compte et que je revienne par mes propres moyens. Aujourd'hui, je suis revenu de la manière la plus décisive qui soit. J'ai pris une gorgée d'eau. La sensation de froid aida à éclaircir mes pensées. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai allumé. Puisque le plateau avait déjà été renversé, il n'était plus nécessaire de se cacher. Instantanément, un déluge de messages et de notifications d'appels manqués inonda le téléphone, le bloquant presque. Message de Javier: Elena, arrête de faire la folle et reviens tout de suite. Reviens et demande pardon. Réponds au téléphone. Qu'est-ce que tu fabriques? Je te préviens, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne te présentes pas dans 1 heure, assume les conséquences. Elena? Qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise? C'est toi. Avec qui as-tu traîné? Réponds-moi, espèce de folle. Messages vocaux d'Isabelle: quand je les ai écoutés, un cri hystérique en a jailli. Elena, misérable, qu'as-tu fait à mon Javier? Il n'arrête pas d'appeler de l'entreprise. Toi, oiseau de malheur, reviens ici tout de suite. Tu t'es enfui avec quelqu'un d'autre pour nous ruiner, n'est-ce pas? Depuis le début, je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Si tu fais du mal à mon Javier, je jure que je ne te laisserai pas tranquille, même si je devais être morte. Réponds-moi, espèce de bâtarde. Un message de Ricardo Mendoza, le père de Javier. Son ton était plus retenu, mais l'anxiété était palpable. Elena, c'est Ricardo. Quoi qu'il soit arrivé, discutons en personne, comme une famille. D'abord, reviens vers Sofia. Nous parlerons face à face. Javier et sa mère ont parfois la langue bien pendue. Je m'excuse en son nom, mais reviens. Tout est négociable. Même des parents éloignés des Mendoza, avec qui j'avais à peine échangé un mot, m'envoyaient des messages, certains essayant de tâter le terrain, d'autres me blâmant. J'ai regardé les messages avec un sourire glacial. Maintenant, ils étaient pressés. Maintenant, ils avaient peur. Maintenant, nous étions une famille. Maintenant, ils s'excusaient. Trop tard. J'ai ignoré tous les messages et appels. J'ai cherché dans mes contacts le numéro enregistré sous le nom de Monsieur Garrido, et j'ai appelé. Monsieur Garrido était l'assistant personnel de mon père et l'homme qui m'avait vu grandir, le bras droit en qui mon père avait le plus confiance. Le téléphone fut décroché presque instantanément. Mademoiselle. La voix de Monsieur Garrido contenait un mélange d'émotion et de soulagement. Allez-vous bien? Et mademoiselle Sofia? Notre personnel vous a récupéré. Monsieur Garrido, je vais bien. Sofia aussi. Nous sommes dans l'avion en ce moment. En entendant sa voix familière, j'ai de nouveau senti une boule dans ma gorge, mais je l'ai retenue. Et mon père? Don Arturo va bien. Ne vous inquiétez pas. Il était très préoccupé par vous. La voix de Garrido était douce mais ferme. Ne soyez pas alarmés. Don Arturo dirige personnellement l'opération. Le premier avertissement devrait déjà avoir atteint la famille Mendoza. Compris, répondis-je. Je ne ressentais aucune compassion, seulement la satisfaction d'une vengeance imminente. Je veux connaître l'état actuel de la situation. Bien sûr.
Le ton de Garrido devint immédiatement professionnel. Cela fait 2h17 depuis votre appel. Les mesures prises jusqu'à présent sont les suivantes. Premièrement, nous avons mobilisé tous nos contacts et fonds pour lancer une attaque vente à découvert sur les marchés internationaux des devises et des contrats à terme contre les produits liés à l'activité principale du groupe Mendoza. Simultanément, nous avons propagé des rumeurs négatives préjudiciables à leur sujet. Les actions du groupe Mendoza ont chuté de 30% au cours des 30 dernières minutes de cotation, provoquant une suspension des échanges. Deuxièmement, plusieurs multinationales qui entretenaient d'étroites collaborations avec le groupe Mendoza ont déclaré simultanément la suspension ou la fin de leur coopération, invoquant la force majeure ou une rupture de contrat par l'autre partie. Nous avons informé toutes les banques et institutions financières avec lesquelles nous sommes en relation de suspendre complètement les lignes de crédit du groupe Mendoza et de commencer à exiger le remboursement anticipé des prêts arrivant à échéance. Quatrièmement, les processus d'approbation de plusieurs projets majeurs dans lesquels le groupe Mendoza était impliqué ont été suspendus indéfiniment. L'Agence fiscale et la Commission nationale des marchés et de la concurrence devraient déjà avoir reçu des rapports détaillés sur des soupçons d'évasion fiscale et de pratiques de concurrence déloyale de la part du groupe Mendoza, a expliqué Garrido avec calme. Chaque mesure était comme un coup de marteau dévastateur porté aux fondations de l'empire commercial Mendoza, un empire qui semblait solide mais qui était, en réalité, criblé de fissures. Selon nos services de renseignement, les liquidités actuelles de la famille Mendoza suffisent à peine à couvrir la première demande de remboursement des banques et les factures des fournisseurs. Ils ne tiendront pas plus de 24 heures. Les téléphones de Ricardo Mendoza et de Javier doivent sonner sans relâche en ce moment même. De plus, nous avons confirmé qu'Isabel Fuentes possède de nombreux actifs à l'étranger et des objets de luxe acquis illégalement avec les fonds du groupe Mendoza en son nom. Ces preuves ont également été soumises simultanément aux organismes de réglementation compétents. J'écoutais en silence, une tempête faisant rage en moi. Était-ce cela, le pouvoir absolu? Sans avoir besoin de crier, sans confrontation directe, un seul ordre pouvait réduire une famille prétendument puissante en cendres en un instant. Mademoiselle, Monsieur Arturo m'a demandé de m'enquérir de votre ligne rouge finale concernant les 3 membres de la famille Mendoza. La voix de Garrido devint un peu plus sérieuse, posant la question clé. Ma ligne rouge finale. Je regardais Sofia endormie sur mes genoux. Je vis la marque rouge sur sa joue qui, bien qu'elle commençât à s'estomper, était encore visible. Je me souvins de la gifle et des insultes d'Isabelle. Je me souvins de la froideur de Javier et de son sort d'ici. Mon regard s'endurcit complètement. Javier Mendoza et Isabel Fuentes. Faites-leur tout perdre. Faites en sorte qu'ils finissent dans la misère, payant le prix le plus terrible pour tout ce qu'ils ont fait à Sofia ces 5 dernières années, et surtout aujourd'hui. Quant à Ricardo Mendoza. Je fis une pause. Cet homme conservait au moins un semblant de dignité. Il avait même montré, bien que sporadiquement, une certaine affection de grand-père envers Sofia. Même si c'était minimal, il ne méritait pas la ruine totale. S'il est censé et qu'il coopère, laissez-lui de quoi avoir une retraite de base pour qu'il puisse sortir de ce cirque. Mais s'il est obstiné et qu'il résiste, qu'il rejoigne sa femme et son fils. Compris, répondit fermement Garrido. Don Arturo pense la même chose. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, tout sera fait correctement. Vous n'avez qu'à rentrer chez vous sereinement. Don Arturo, vous lui manquez terriblement. Il me manque aussi, murmurai-je pour moi-même après avoir raccroché. Papa. Je serrai Sofia un peu plus fort. L'avion volait silencieusement dans le ciel nocturne. La destination était un vrai foyer et une nouvelle vie. Et dans la ville que je laissais derrière moi, le cauchemar de la famille Mendoza venait de commencer par un prologue sanglant écrit de ma main. Je fermai les yeux. Je ne regardais plus les notifications d'appels manqués qui vibraient sans cesse. La cabine était silencieuse. Seul le faible murmure du système de circulation d'air se faisait entendre. Sofia s'agita sur mes genoux, fit un petit bruit avec ses lèvres et se rendormit. La pommade avait fonctionné. La marque rouge et gonflée avait presque complètement disparu, ne laissant qu'une trace ténue. J'ajustai sa position pour qu'elle puisse dormir plus confortablement. Cependant, mon regard dériva involontairement vers le vieux téléphone, désormais silencieux. Leur calme actuel était la preuve de l'énorme tempête qui faisait rage de l'autre côté. Finalement, je ne pus réprimer complètement l'envie sombre d'être témoin de leur misère de mes propres yeux. Je déverrouillai l'écran,
ignorant les centaines de messages non lus et les notifications rouges. Je saisis un triple mot de passe pour accéder à une application secrète. C'était l'un des programmes que M. Garrido m'avait forcé à installer il y a des années pour des raisons de sécurité. En plus du suivi de localisation et de l'appel d'urgence, elle disposait d'une fonction qui me permettait un accès unidirectionnel aux caméras de surveillance cachées installées dans certaines zones clés de la Villa Mendoza. Ces caméras avaient été installées par mon père via des canaux spéciaux après mon mariage. Au cas où, la famille Mendoza ne soupçonnait même pas leur existence. Au cours des 5 dernières années, je n'avais jamais ouvert cette application de mon plein gré. La simple idée de voir des scènes de cette maison m'étouffait. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le bout de mes doigts tremblait légèrement. Je touchais l'écran de surveillance qui reliait le salon et la salle à manger. La première chose que j'entendis fut un cri. Les cris déchirants d'Isabelle étaient si aigus qu'ils semblaient percer l'écran. « Ricardo, fais quelque chose. Appelle quelqu'un. Pourquoi personne ne répond à ton téléphone? Ils sont tous morts. » L'image vacilla légèrement, mais elle était claire. Le salon, autrefois symbole de luxe et d'élégance, était maintenant une scène de chaos. Un verre à vin renversé s'était brisé sur le tapis, la tache de vin ressemblait à une cicatrice grotesque. Les coussins du coûteux canapé en cuir étaient éparpillés partout, et le cendrier sur la table débordait de mégots. L'air semblait lourd de l'odeur de fumée et d'anxiété. Ricardo Mendoza, mon beau-père, qui soignait toujours son apparence et semblait imperturbable, faisait maintenant les 100 pas au milieu du salon comme un animal en cage. Il tapotait brutalement sur l'écran de son téléphone portable, le portait à son oreille, puis l'éloignait nerveusement en raccrochant. Des gémissements de rage contenus s'échappaient de ses lèvres. Personne ne répond. Ni le directeur de la banque, ni le sous-secrétaire à l'industrie, ni les principaux clients, merde. Soit leurs téléphones sont éteints, soit ils sont sur une ligne occupée, soit ils disent simplement qu'ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Sa veste de costume était affalée n'importe comment sur le dossier du canapé, sa cravate de travers, et des perles de sueur froide perlaient sur son front. Son calme et son contrôle habituel s'étaient évanouis. Il s'arrêta soudainement et fixa, les yeux injectés de sang, Ravière, qui était assis sur le canapé, le visage pâle. « Ravière, es-tu sûr de ce que tu as découvert? Cette Elena, qui est-elle vraiment, bordel? N'avais-tu pas dit que son père était mort, qu'il n'était qu'un simple instituteur de village? » La voix de Ricardo tremblait de peur et de rage. Ravière releva brusquement la tête. Ses cheveux étaient ébouriffés, son regard vide, et son beau visage était maintenant marqué par la perplexité et la défaite. Il tenait lui aussi un téléphone, et l'écran affichait le graphique boursier du groupe Mendoza, en chute libre et désormais noir. « Je ne sais pas, papa. Je jure que je ne sais pas, cria-t-il d'une voix rauque. Soudain, comme s'il se souvenait de quelque chose, il bondit, courut vers Isabelle, la saisit par les épaules et la secoua comme un fou. « Maman, c'était toi, n'est-ce pas? Tu l'as traité terriblement dans mon dos. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Et comment as-tu pu frapper Sofia? Dis-le-moi. » Isabelle, étourdie par les secousses de son fils, vit ses émotions déjà brisées exploser complètement. Elle repoussa Ravière et éclata en sanglots. « Qu'est-ce que j'ai fait? J'essayais juste de corriger cette petite peste gâtée. Qui lui a dit de se servir la première? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Une gifle? Je suis sa grand-mère. C'est mon droit de la discipliner. Et cette Elena, cette femme vulgaire, a osé me répondre. Je ne peux même pas l'insulter? Qui aurait pu savoir qu'elle était un démon aussi tordu? Elle a fait semblant d'être un petit agneau pour nous dévorer. Oh, quel malheur j'ai! Pourquoi ai-je cette vie? Cria-t-elle en frappant le canapé, ce qui produisit un bruit sourd. Disciplinée? Tu appelles ça de la discipline? Tu l'as traitée de bâtarde, maman. Les yeux de Ravière étaient rouges de rage. C'était comme s'il voyait sa mère pour la première fois. Eh bien, voilà. L'entreprise est ruinée. Tout est ruiné. Es-tu contente maintenant? C'est entièrement ta faute. À vous deux. Ricardo, semblant rediriger sa colère vers sa femme et son fils, pointa Isabelle du doigt et l'insulta. Ma faute? Espèce de sans-gêne. Ricardo, si ce n'était pas pour l'aide de ma famille à l'époque, penses-tu que tu en serais là où tu es aujourd'hui?
Maintenant qu'il y a des problèmes, tu me rejettes la faute? Pourquoi ne t'en prends-tu pas à ton incompétence? Incapable d'enquêter correctement sur une femme, rétorqua Isabelle avec virulence. La fragile façade du mariage s'était complètement brisée face au désastre, ne laissant place qu'aux accusations et aux récriminations mutuelles. Assez, cria Ravière. Il prit sa tête entre ses mains et s'effondra au sol, angoissé. À quoi bon dire tout cela maintenant? Nous devons trouver Elena. Nous devons la trouver. Elle seule peut arrêter ça. À ce moment précis, la sonnette de la villa retentit de manière urgente et stridente, suivie de coups violents à la porte et d'un murmure de voix. Monsieur Mendoza, êtes-vous là? Nous sommes de la Banco Central Hispano. Nous devons vous parler d'urgence de vos prêts. Monsieur Ricardo, ouvrez la porte. Nous sommes de Construction Ibérica. Quand comptez-vous nous payer pour les matériaux? Monsieur Ricardo, nous sommes du tribunal. Nous avons une notification à vous remettre. Collecteurs de dettes, fournisseurs exigeant des paiements, citation à comparaître, ils étaient tous venus à sa porte en personne au milieu de la nuit. Sur l'écran, les visages des 3 membres de la famille Mendoza devinrent instantanément livides. Ricardo se traîna jusqu'à la fenêtre, écarta prudemment un rideau épais et regarda dehors. D'un seul coup d'œil, il recula de terreur, s'appuyant contre le mur et haletant. Son visage reflétait un désespoir absolu. Ils sont venus. Ils sont là. Il y a tellement de voitures, tellement de gens, murmura-t-il, son corps tremblant légèrement. Isabelle hurla de peur et se cacha derrière le canapé. Ravière, comme si ses os lui avaient été retirés, s'affala sur le tapis, fixant le vide avec des yeux sans vie. Appelle, Ravière, vite. Appelle Elena et supplie-la. Demande-lui pardon. Isabelle, comme si elle s'accrochait à une dernière planche de salut, sortit la tête de derrière le canapé et pressa son fils d'une voix perçante. Comme réveillé par ces paroles, Ravière ramassa maladroitement son téléphone et composa à nouveau mon numéro. Cette fois, son appel entrant était clairement visible sur l'écran de surveillance, et son visage affichait un mélange complexe de terreur, de supplication et d'une pointe d'incrédulité. Je le regardai froidement. Le bout de mon doigt s'attarda une seconde sur le bouton de réponse, puis, d'un geste léger et décisif, j'appuyai sur le bouton de rejet et plaçai immédiatement son numéro sur la liste des contacts bloqués. Le monde devint silencieux. Sur l'écran, Ravière entendit la voix automatisée, le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible ou est hors zone de couverture. D'abord stupéfait, puis, comme s'il réalisait quelque chose, son visage se vida de toute couleur. Il n'abandonna pas. Il rappela plusieurs fois, mais le résultat fut le même. Finalement, il s'effondra complètement. Soudain, il projeta son téléphone de toutes ses forces contre le mur de l'onéreuse télévision. Dans un fracas, l'écran vola en éclats, et des fragments furent projetés partout. Isabelle poussa un cri encore plus aigu. Ravière, telle une bête ayant perdu la raison, les yeux injectés de sang, hurla dans le vide et peut-être à l'intention de toute caméra de sécurité qui pourrait exister de toutes ses forces. Elena, espèce de pute. Je te jure que tu ne t'en tireras pas comme ça. Même dans la mort, je ne te laisserai pas en paix. Sa colère impuissante était transmise par l'écran, mais en moi, elle ne provoqua qu'une froide satisfaction. Tu ne me laisseras pas en paix? Quel droit as-tu de dire cela maintenant? J'éteignis l'application de surveillance. Je posai le téléphone. La cabine redevint silencieuse. À l'horizon, par-delà la fenêtre, une lumière très faible était déjà visible. L'aube était sur le point de poindre. Sophia s'était réveillée. Elle se frotta les yeux ensommeillés et demanda d'une voix douce, « Maman, où allons-nous? Il commence à faire jour. » Je me penchai et embrassai son front propre. Pour la première fois depuis que je m'étais enfui de la maison des Mendoza, je souris avec une sincérité et une tendresse véritables. Oui, mon amour, il fait jour. Bientôt, nous arriverons dans un nouvel endroit, un endroit où il n'y a que des gens qui nous aiment. Plus jamais personne ne fera de mal à notre Sophia. Est-ce qu'il y a des crevettes là-bas aussi? Demanda Sophia en clignant de ses grands yeux, se souvenant de l'incident. Bien sûr, des tonnes et des tonnes. Et pas seulement des crevettes, mais tout un tas de choses délicieuses, lui promis-je en souriant. Mon cœur était dans une paix infinie. Le chaos de la famille Mendoza, leur effondrement et leur désespoir n'étaient rien d'autre que la dernière et sombre convulsion avant l'aube.
Et Sofia et moi volions vers la véritable lumière. L'avion atterrit en douceur au terminal privé de l'aéroport des Asturies, juste au moment où le ciel à l'est commençait à devenir d'un blanc laiteux. Le monde extérieur était enveloppé d'une légère brume matinale, et l'aube pointait à travers. Au loin, la silhouette de la ville était visible comme un géant s'éveillant de son sommeil. Lorsque la porte de l'avion s'ouvrit, une bouffée d'air frais et légèrement frais s'engouffra. C'était complètement différent de l'atmosphère oppressive de la Villa Mendoza. Je pris une grande inspiration, serrai Sofia fort contre moi, elle dormait toujours sur mes genoux et descendis les marches. La scène sur le tarmac me surprit un peu. Ce n'était pas comme je l'imaginais, avec Monsieur Garrido seul ou avec quelques gardes du corps discrets. Devant moi, 2 rangées de gardes de sécurité en costume sombre sur mesure et aux expressions solennelles se tenaient parfaitement alignées comme des lances silencieuses. La formation s'étendait jusqu'à une berline noire d'apparence très discrète, dont un connaisseur reconnaîtrait instantanément la nature exceptionnelle. Cette présence imposante, silencieuse, mais accablante était le symbole du véritable pouvoir de l'élite, à des années-lumière de l'ostentation des nouveaux riches comme les Mendoza. Et la figure à la tête de cette formation m'amena instantanément les larmes aux yeux. Ce n'était pas Monsieur Garrido, c'était mon père, Arturo Vargas. Il portait un costume gris foncé sur mesure. Sa posture était toujours droite, mais au cours des 5 années qui s'étaient écoulées, ses tempes avaient grisonné. Le temps avait creusé des rides plus profondes sur son visage. Ses yeux, autrefois perçants comme ceux d'un faucon, me fixaient désormais. Un mélange complexe d'émotions y tourbillonnait, de la douleur, de l'épuisement, le soulagement d'avoir récupéré ce qui avait été perdu, et une culpabilité profonde et inavouée. Il ne se précipita pas vers moi comme n'importe quel autre père le ferait. Il restait simplement là, en silence, son regard fixé sur Sofia et moi, comme s'il essayait d'assimiler les 5 années perdues d'un seul coup d'œil. À un demi-pas derrière lui se trouvait Monsieur Garrido, avec son air raffiné, qui me regardait avec un sourire de soulagement et d'affection non dissimulé. Je marchais vers lui pas à pas, Sofia dans mes bras. Le sol sous mes pieds était ferme, mais mon cœur battait la chamade. Durant ces 5 années, j'avais rêvé d'innombrables fois de nos retrouvailles, mais je n'avais jamais imaginé que je reviendrais dans des circonstances aussi désolées et pourtant déterminées. Je m'arrêtai devant lui. Je sentis une boule dans ma gorge. Le mot au papa restait sur mes lèvres, incapable de s'échapper. C'était moi qui, par mon immaturité, lui avais brisé le cœur. Le regard de mon père se posa d'abord sur mon visage, me scrutant un instant, comme s'il voulait s'assurer de mon état. Son regard changea, cherchant tout signe de souffrance cachée. Puis il se déplaça vers Sofia dans mes bras et s'attarda sur la marque de la gifle qui, bien que ténue, était encore visible sur la petite joue de ma fille. À cet instant, je sentis l'air autour de moi chuter. L'expression de mon père devint glaciale et tranchante. C'était le regard terrifiant de quelqu'un habitué à décider de la vie et de la mort, le regard qui n'apparaît que lorsque quelque chose de sacré pour lui est touché. La pression qui en émanait était si intense que même ses gardes du corps entraînés se raidirent inconsciemment. Il tendit la main, mais son mouvement fut d'une douceur extrême. Du bout des doigts, avec une délicatesse presque imperceptible, il effleura la marque rouge sur la joue de Sofia. Ses doigts tremblaient légèrement. « Qui a fait ça ?» 3 mots. Sa voix n'était pas forte, elle sonnait même un peu rauque, mais elle contenait un frisson qui me glaça le sang. Ce n'était pas un cri de fureur, mais la tension explosive qu'il retenait me fit frissonner. J'avalai ma salive, essayant de garder ma voix aussi calme que possible. La mère de Javier Mendoza, Isabel Fuentes, parce que Sofia a pris une crevette du plateau trop tôt. Je n'exagérais pas, je ne faisais qu'énoncer les faits, mais les faits étaient suffisamment cruels. Les muscles de la mâchoire de mon père se crispèrent. C'était le signe qu'il contenait une fureur extrême. Il ne dit rien, retira simplement sa main. Quand ses yeux froids se tournèrent vers moi, ils retrouvèrent un peu de chaleur, mais ils étaient surtout remplis d'une profonde tristesse. « Tu es à la maison maintenant. » Finalement, il ne prononça que ces 6 mots. Il se tourna et ouvrit la porte de la berline noire. La petite doit être fatiguée. Rentrons d'abord. Ta tante a tout préparé. Oui, répondis-je doucement, me baissant pour m'asseoir sur la banquette arrière spacieuse et confortable. Mon père monta derrière moi et s'assit à mes côtés. Monsieur Garrido prit la place du passager. La voiture glissa silencieusement, si doucement que le mouvement était à peine perceptible.
Le paysage défilait par la fenêtre. Les rues à l'aube, propres et ordonnées, si différentes de l'agitation et de la vanité de la ville que je laissais derrière moi. À l'intérieur de la voiture, le silence régnait, seulement troublé par la respiration régulière de Sofia. Mon père ne me demanda pas comment j'avais été ces 5 dernières années. Il ne me questionna pas sur les détails de la famille Mendoza. Il restait simplement assis en silence, regardant par la fenêtre, mais je savais que sa paix intérieure n'était pas aussi calme qu'il n'y paraissait. Après un moment, il sembla enfin avoir repris le contrôle de ses émotions et parla lentement. Sa voix était revenue à son calme habituel, mais avec une pointe de lassitude. Elle a beaucoup souffert ces 5 dernières années. Cette simple phrase faillit faire déborder les larmes que je retenais. Je serrai les lèvres et secouai la tête. C'était ma faute, soupira-t-il. Son regard ne croisait toujours pas le mien, comme s'il se parlait à lui-même. Je n'aurais pas dû m'engager dans cette bataille d'orgueil avec toi. Je savais que ce gars n'était pas un bon parti, et pourtant je t'ai laissé partir. Si j'avais été plus ferme, peut-être. Papa, ce n'est pas ta faute. Je retrouvai enfin ma voix, bien qu'elle sonnât un peu étouffée. C'est moi qui ai été trop stupide et naïve. Je n'ai pas écouté tes conseils. C'est le chemin que j'ai choisi, et c'est une leçon que j'ai apprise au cours de ces 5 années. Mon père s'est alors tourné vers moi pour me regarder intensément. Dans ses yeux, il y avait du soulagement, mais aussi de la douleur. On apprend à être plus sage après les échecs. En tant que fille d'Arturo Vargas, si tu tombes, tu peux te relever par toi-même. Il marqua une pause, et son ton devint froid. Ne t'inquiète plus pour l'affaire Mendoza. Je vais m'occuper de tout nettoyer. À ce moment-là, Monsieur Garrido, depuis le siège avant, s'est retourné au moment opportun et m'a tendu une tablette fine et moderne. L'écran était allumé. Mademoiselle, jetez d'abord un coup d'œil à ceci. C'est la frénésie médiatique des dernières heures. J'ai pris la tablette. Sur l'écran, une interface soigneusement organisée affichait les gros titres des principaux sites d'actualité financière et les sujets tendances sur les réseaux sociaux. Presque chaque article concernait la famille Mendoza. Les mots utilisés étaient incendiaires et choquants, mystère en bourse, les actions du groupe Mendoza chutent de moitié du jour au lendemain, attaque spéculative, dernière minute. Plusieurs multinationales rompent leurs accords avec le groupe Mendoza. Un empire commercial s'effondre. Exclusif, la CNMC enquête sur le groupe Mendoza pour fraude comptable présumée. Du paradis à l'enfer. Le cauchemar des Mendoza. Les créanciers se bousculent à leur porte. Le dernier article était accompagné d'une courte vidéo, un peu floue, mais assez claire pour reconnaître la situation. C'était la scène que j'avais vue à travers la caméra de surveillance, le portail de la Villa Mendoza assiégée. Quelqu'un l'avait filmé, et c'était devenu viral. Les commentaires étaient un festival de sarcasme. C'est réel. Le groupe Mendoza est fini. Tant mieux. Il était temps que ces nouveaux riches soient remis à leur place. On dit qu'ils se sont attaqués aux mauvaises personnes. Ils l'ont mérité. Ce Javier Mendoza a toujours été si arrogant. Regardez ce qui lui arrive. Le karma existe. La femme qui crie dans la vidéo, c'est sa mère. Non, quelle famille honteuse. La justice existe. Ces gens sans scrupules reçoivent ce qu'ils méritent. L'opinion publique était précisément guidée par une main invisible et puissante, clouant la famille Mendoza au pilori de la honte publique, sans leur laisser la moindre chance de se rétablir. Ce n'était pas seulement un coup dur pour les affaires, c'était une condamnation à mort sociale. Toute l'image et le réseau de contacts que la famille Mendoza avait bâti avec tant d'efforts avaient été brisés en une seule nuit. Qu'il en soit ainsi. Je ne ressentais aucune compassion, seulement un calme froid. C'était le prix à payer pour avoir enragé mon père et pour avoir blessé sa petite fille. Ce n'est que le début. Un échauffement pour l'opinion publique. Le véritable règlement de compte est encore à venir, a ajouté mon père, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Le premier grand prêt bancaire arrivait à échéance aujourd'hui à 9 heures. Les Mendoza ne pourront pas le payer. J'ai regardé ma montre. Il était un peu plus de 6 heures. Moins de 3 heures restantes. Le compte à rebours avant le glas de la famille Mendoza avait commencé. La voiture est entrée dans une communauté fermée, sereine et lourdement gardée, dans la zone la plus exclusive de la périphérie d'Oviedo.
Elle s'est finalement arrêtée devant un manoir de style traditionnel asturien, d'apparence démodée, mais exhalant la solidité et le prestige. C'était ma véritable maison. Contrairement à la Villa Mendoza, construite avec de l'or et du jade, ici chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque brique et chaque tuile respirait le vrai pouvoir et le poids des années. Mademoiselle, votre chambre est prête. Nous avons également redécoré la salle de jeu de Mademoiselle Sophia dans le style que vous aimiez quand vous étiez enfant, a dit Monsieur Garrido, en sortant de la voiture pour m'ouvrir la porte. Je suis sorti de la voiture avec Sophia dans mes bras. Debout devant la porte familière mais étrange de ma maison, j'ai été envahi par un mélange d'émotions. Mon père s'est tenu à mes côtés et m'a tapoté l'épaule. Son ton était ferme. J'ai acquiescé. Avec Sophia dans mes bras, je suis entré dans la demeure qui pouvait vraiment me protéger de toute tempête. Et à ce moment précis, dans cette ville lointaine, la villa de la famille Mendoza devait être un véritable enfer. Pour eux, les cloches de 9 heures seraient le jugement dernier. Le bureau de mon père se trouvait dans la partie la plus isolée du manoir. Pour y accéder, il fallait traverser plusieurs cours et des couloirs silencieux. La porte était en bois de noyer massif. Monsieur Garrido s'est arrêté devant, m'a fait signe de me taire et a attendu à l'extérieur. Quand j'ai poussé la porte, l'espace intérieur était beaucoup plus grand que je ne l'avais imaginé. 3 des murs étaient couverts d'étagères montant jusqu'au plafond, remplis de livres et de dossiers soigneusement rangés. Une odeur sereine flottait dans l'air, un mélange de vieux papiers et de bonne encre. Mon père n'était pas assis derrière son grand bureau, mais debout devant une immense fenêtre donnant sur un jardin méticuleusement entretenu. Les branches d'un vieux pommier s'étendaient vigoureusement. Il tournait le dos, et la lumière de l'aube dessinait sa silhouette, lui donnant un air solitaire. Il a entendu mes pas mais ne s'est pas retourné immédiatement. Il a simplement parlé calmement, sa voix résonnant dans le bureau silencieux. « Tu es venu ? » ?»« Oui, papa. » Je me suis arrêté à une courte distance, derrière lui. Il s'est retourné lentement. Dans ses mains, il tenait une fine enveloppe en papier. Son regard s'est posé sur mon visage, m'étudiant un instant, comme pour évaluer mon état. « Sophia dort encore ? » ?»« Oui, profondément. » Il m'a poliment tendu l'enveloppe qu'il tenait. « Regarde ça. » Je l'ai prise et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait quelques feuilles. La première était une capture d'écran d'un état financier et des copies de plusieurs contrats clés. Au-dessus, entouré de chiffres et de clauses choquantes écrits au stylo rouge, les montants étaient encerclés. C'est l'état réel de la dette de Dosantic, la principale filiale du groupe Mendoza et son seul actif rentable qui génère des liquidités. Ainsi que les contrats de prêt pour ces 3 projets principaux, le ton de mon père était calme, comme s'il présentait le bulletin météo. J'ai donné un petit coup de pouce à leurs auditeurs et à leurs partenaires, et tout ce qu'ils avaient caché sous le tapis a éclaté au grand jour. Mon regard a rapidement parcouru les chiffres. L'actif prétendument rentable avait en réalité une valeur nette négative d'un montant astronomique. Il était maintenu à flot grâce à des transactions complexes entre les sociétés du groupe et des contrats fictifs. Et les accords de prêt étaient si draconiens qu'au moment où ils auraient un problème de liquidité, les Mendoza perdraient tout, jusqu'à leur chemise. La banque exigera à 9 heures le premier versement d'un prêt à court terme de 30 millions d'euros. Les fonds disponibles de la famille Mendoza, y compris certaines actions qu'ils viennent de vendre à perte pour obtenir des liquidités, ne dépassent pas 5 millions. Mon père s'est approché du bureau. A pris sa tablette et a fait glisser son doigt sur l'écran à quelques reprises. Un écran de suivi en temps réel est apparu. Il affichait le cours de l'action du groupe Mendoza, en constante fluctuation, et les titres de l'actualité économique. Après le bain de sang de la nuit dernière, les actions avaient encore chuté à l'ouverture. Sans aucun doute, l'offre de vente était massive et personne n'achetait. Les titres des journaux devenaient de plus en plus sensationnalistes. Le groupe Mendoza pourrait déclarer faillite aujourd'hui. Qui est derrière la mystérieuse attaque spéculative ? Les fournisseurs manifestent devant le siège du groupe Mendoza. Ricardo doit être dans son bureau en ce moment, en train de s'arracher les cheveux, essayant de convaincre les quelques actionnaires et créanciers qui l'écoutent encore. La voix de mon père ne trahissait aucune émotion, mais c'est inutile. J'ai déjà envoyé des copies de ces documents de Dosantic à ses principaux créanciers et à son principal concurrent. À ce stade, ils seront plus nerveux que Ricardo lui-même. J'ai posé les documents. Tout était clair dans mon esprit. La stratégie de mon père n'était pas une simple attaque financière.
Il avait précisément trouvé le talon d'Achille de la famille Mendoza et avait simplement poussé un peu. Son empire commercial apparemment solide était déjà pourri de l'intérieur, il n'avait besoin que du bon déclencheur pour s'effondrer comme un château de cartes. Et mon appel d'hier était ce déclencheur. Mon père a ouvert une autre vidéo sur l'écran. Elle montrait un coin discret d'un salon privé de luxe. Bien que l'éclairage soit faible, on pouvait distinguer les profils de deux hommes. L'un était Javier Mendoza, l'autre, étonnamment, était Borja de la Torre, le fils d'une famille aisée qu'il avait l'habitude de fréquenter. La vidéo n'avait pas de son, mais on pouvait voir Javier avec une expression anxieuse et presque servile, disant quelque chose à Borja, gesticulant comme s'il lui demandait de l'argent ou de l'aide. Borja, avec une expression de feinte impuissance, haussait les épaules ou secouait la tête, mais dans ses yeux on pouvait lire une satisfaction mal déguisée et une distance évidente. Le roi est mort. Fin de partie, a commenté calmement mon père en fermant la vidéo. Les amis avec qui Javier faisait la fête vont maintenant le fuir. Et il pense encore pouvoir surmonter cette crise avec ses anciens contacts. Naïf. J'ai regardé l'image servile et pathétique de Javier sur l'écran, en la comparant au visage froid et méprisant qui m'avait ordonné de faire la vaisselle la nuit précédente. Je n'ai ressenti aucune compassion, seulement une confirmation glaçante. C'était l'homme dont j'avais été autrefois aveuglément amoureuse. Leur faiblesse innée et leur snobisme étaient impitoyablement révélés face à une véritable crise. Jusqu'où comptes-tu aller? J'ai levé les yeux vers mon père. Il savait qu'avec son pouvoir, les trois Mendoza pourraient disparaître en silence, noyés dans les dettes et la misère. Il avait même des moyens plus drastiques à sa disposition, mais il avait choisi de les enterrer socialement de manière publique. Le regard de mon père s'est fixé sur moi, pénétrant, comme s'il lisait dans mes pensées. Cela dépend de toi, Elena. L'humiliation que tu as subie, le mal qu'ils ont fait à Sofia, quel prix penses-tu être juste? Je suis resté silencieuse un moment. Dans mon esprit ont défilé la gifle et les insultes d'Isabelle, la froideur de Javier, la marque rouge sur la joue de Sofia et ses pleurs terrifiés. Fais-leur perdre ce qu'ils chérissent le plus, ai-je dit clairement. Ma voix n'était pas forte, mais elle était remplie d'une détermination inébranlable. Ce que Javier et Isabelle chérissent le plus, c'est la richesse et le statut de la famille Mendoza et leur pathétique vanité. Qu'ils perdent tout, qu'ils finissent dans la ruine pour qu'ils puissent eux aussi expérimenter ce que c'est que d'être piétinés et méprisés à volonté. Je veux qu'ils passent le reste de leur vie hantés par le cauchemar d'aujourd'hui et les regrets. Quant à Ricardo Mendoza, j'ai marqué une pause. Il était le seul dans cette maison à avoir un semblant de décence. Il a montré un minimum de gentillesse envers Sofia. S'il comprend la situation et coopère, on peut lui accorder une porte de sortie décente pour s'éloigner de ce cirque. Mais s'il choisit de couler avec sa femme et son fils, ce ne sera la faute de personne. Mon père a entendu mes paroles, et un sourire de satisfaction presque imperceptible est apparu sur son visage. Il a hoché la tête. Bien pensé. Chaque personne est responsable de ses propres actes et de ses dettes. Avec des gens pareils, les garder en vie, embourbés dans la pauvreté et la souffrance, est une punition bien plus sévère que de les faire disparaître. Il s'est approché du bureau et a appuyé sur le bouton de l'interphone. Monsieur Garrido, procédez comme prévu. Vous pouvez maintenant envoyer l'avertissement personnel à Ricardo Mendoza. Compris, Don Arturo, a répondu la voix de Garrido par le haut-parleur. J'ai réalisé que le jugement dernier de la famille Mendoza avait été rendu. Ricardo recevrait un ultimatum, rompre les liens et survivre, ou résister jusqu'à la fin. Le choix lui appartenait. À ce moment-là, quelqu'un frappa doucement à la porte du bureau. Une des gouvernantes, tenant Sofia qui venait de se réveiller et se frottait les yeux, se trouvait sur le seuil. Mademoiselle. Don Arturo. La petite s'est réveillée et cherche sa mère. L'expression froide de mon visage a fondu instantanément. Je me suis rapidement approché et j'ai pris Sofia dans mes bras. Après avoir dormi, elle semblait beaucoup plus vive. La marque sur sa joue était presque invisible. Elle s'est blottie contre mon cou et m'a appelé doucement maman. Puis elle a regardé curieusement mon père près de la fenêtre, un peu timidement. L'expression sévère du visage de mon père a également disparu. Il a essayé d'adoucir ses traits autant que possible et a tendu les bras vers Sofia. Sa voix était incroyablement tendre. Sofia, viens ici. Laisse grand-père te porter. Sofia m'a regardé. J'ai hoché la tête pour l'encourager.
La petite fille a hésité un instant, puis a tendu ses petits bras et a laissé mon père la prendre. Il l'a tenue dans ses bras. Ses mouvements étaient un peu maladroits, mais dans ses yeux, il y avait une émotion et une affection indescriptibles. Il a examiné de près le petit visage de Sophia, en particulier la joue qui avait été frappée. Ce n'est que lorsqu'il a confirmé qu'il n'y avait plus aucune trace de la blessure qu'il a soupiré de soulagement. « Sophia, tu as faim ? Grand-père a préparé plein de bonnes choses pour toi. Il y a des gâteaux sucrés et aussi les croquettes que ta maman aimait tant quand elle était petite. » Mon père essayait de la tenter avec de la nourriture. Les yeux de Sophia se sont éclairés. Elle a demandé doucement, « Il y a aussi des crevettes ?» Mon père s'est figé un instant, puis, comprenant, une ombre de douleur et de colère a traversé ses yeux, mais elle a été remplacée par une tendresse encore plus profonde. Bien sûr. Nous avons toutes les crevettes que notre Sophia veut. Désormais, dans la maison de son grand-père, Sophia pourra manger tout ce qu'elle veut. Personne ne lui enlèvera, et personne ne la grondera pour ça. En voyant cette scène, la dernière ombre de noirceur dans mon cœur s'est évanouie. C'était la vie et l'amour que ma fille méritait. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel. C'était l'ancienne gouvernante de la famille Mendoza. « Mademoiselle Elena, est-ce bien vous ? » « Quel bonheur, dit-elle en sanglotant. J'ai écouté en silence avec un sourire méprisant. En effet, sans l'aura de l'argent et du statut, la nature méprisable de la mère et du fils Mendoza se révélait dans toute sa crudité. Je lui ai envoyé le double du salaire qu'il lui devait, avec un bonus généreux pour les soins et les dépenses de son fils. C'était l'épilogue le plus frappant de leur triste sort. Dans la salle de bal d'un hôtel 5 étoiles à Madrid, un dîner de charité était organisé. Je suis entré dans la salle au bras de mon père, marchant sur le tapis rouge. Je portais une robe de soirée blanc-perle, de coupe simple mais élégante, et un collier de diamants subtilement scintillant. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon sophistiqué, et mon maquillage léger exhalait un air de noblesse froide et distinguée. En tant que promotrice du projet, je suis monté sur scène pour prononcer un discours. J'ai parlé de la façon dont l'éducation peut changer le destin des filles, et comment de petits gestes de gentillesse s'additionnent pour créer une force puissante. Quand j'ai fini, j'ai reçu une chaleureuse salve d'applaudissements. Vers la fin de la fête, il y a eu une légère agitation à l'entrée de la salle de bal. Monsieur Garrido s'est approché de mon père et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. J'ai suivi son regard. Une silhouette familière était poliment mais fermement contenue par la sécurité de l'hôtel. C'était Javier Mendoza. Il portait un costume froissé et mal ajusté. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux enfoncés, et son visage portait les marques de l'alcool et de la pauvreté. Il n'était pas du tout à sa place parmi les gens élégants qui l'entouraient. Il essayait de forcer le passage, criant quelque chose. Son apparence pathétique, misérable, presque démente attirait quelques regards en biais, mais la plupart des invités, après un regard de dégoût, retournaient à leur conversation. Mon cœur s'est serré un instant à cette vue, mais ce sentiment a été immédiatement remplacé par un profond désarroi et une indifférence totale. Les agents de sécurité l'ont rapidement escorté dehors. La salle de bal a instantanément retrouvé son atmosphère habituelle, comme si l'incident n'avait été qu'un contretemps mineur. J'ai détourné le regard. Mon expression est restée inchangée. J'ai continué ma conversation avec le président de la Fondation culturelle, qui était assis à côté de moi, souriant alors que nous discutions de la manière d'intégrer l'éducation artistique au projet. Dans mon esprit, c'était comme si une petite pierre était tombée dans un lac calme, créant une légère ondulation qui s'évanouissait instantanément. Le véritable dépassement, la véritable victoire, ne consistait pas en une vengeance furieuse, il s'agissait d'atteindre une hauteur qu'il ne pourrait jamais atteindre, où sa silhouette misérable ne pouvait plus provoquer la moindre ride dans mon cœur. Pour moi, il était comme une fourmi, indigne d'un second regard. La voiture glissait doucement vers la maison. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Monsieur Garrido. Une seule ligne, affaire classée. Il ne vous dérangera plus. J'ai éteint l'écran et fermé les yeux. Dans mon cœur, il n'y avait pas l'euphorie de la vengeance, mais plutôt la clarté et la sérénité qui surviennent après avoir surmonté toutes les épreuves. L'avenir était vaste. J'avais une fille à élever, les responsabilités d'une famille à assumer et une nouvelle vie à forger. Tout ce qui concernait la famille Mendoza, ainsi que cette gifle et ce sortez d'ici, s'était évanoui dans le lointain. Comme une fumée,
Mon nouveau chapitre a officiellement commencé cette nuit-là. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette histoire suscite votre intérêt pour les questions sociales. Si elle vous touche, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Ensemble, répandons l'énergie positive et protégeons la lumière.